Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur La Traversée et j'ai la chance, l'immense privilège d'être avec Michel Decouste. Alors Michel, bonjour déjà. Bonjour. Et je vais te présenter en quelques mots. Je vais dire que tu es une journaliste, un auteur à succès avec nombreux livres. Tu nous en parleras, des films, mais aussi cette envie de parcourir, de découvrir, j'ai envie de te dire une voyageuse, peut-être même une exploratrice, mais quelque chose qui a à voir avec l'éveil pour moi, quelque chose qui fait que tu as envie. Moi, je t'ai toujours vu comme à la fois quelqu'un qui est en recherche. Il y a un côté, allez, je vais le dire comme ça, qui me marque parce que moi, je me définis souvent avec Saint-Exupéry. Il y a un côté petit prince chez toi, voilà. Oui, le côté capacité d'émerveillement et une espèce de curiosité extrêmement gloutonne quelque part. Je suis une gourmande de tout et qui a envie de profiter de tout ce que la vie présente sans trop de filtres d'ailleurs et sans trop de peur. Je crois que je connais la peur intérieure de certaines zones d'ombre en moi, mais disons la peur extérieure, non. Moi, à 12 ans, je lisais Alexandra David Neal, par exemple. Il fallait qu'il y ait l'aventure spirituelle, mais il y avait cet appel spirituel, mais l'aventure extérieure, physique. Et ce goût-là, je pense qu'on porte une fréquence en nous qui fait qu'on attire les gens de la même eau. Ce goût-là a fait que, quelque part, j'ai rencontré toujours des pionniers dans ma vie. Pas au début, parce que moi je suis une plante tardive, j'ai vraiment... Qu'est-ce que tu entends par plante tardive? Quand j'avais 22 ans, j'avais l'air d'en avoir 16. Quand je me suis mariée, on me disait que c'était comme si je faisais ma communion solennelle. Donc, il y a ce côté, c'est comme si j'avais 10 ans de moins physiquement, etc., que je trompe mon monde là-dessus. Mais parce que je pense qu'à un moment, j'ai arrêté de grandir, je me suis mis dans une bulle autiste parce que je comprenais rien à ce qui se passait dans ce monde, ça me parlait pas. Donc, mais après, quand les vannes se sont ouvertes, on disait quand j'étais petite que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Je crois qu'il y a cette curiosité omnivore. Donc, quand on me disait mais tu fais des films et des livres sur quoi? J'ai une formule toute faite d'ailleurs. Je disais écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est des... Écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Voilà, donc parce que quelque part, moi j'ai été chez Giroud à la condition féminine et j'ai travaillé sur l'expression corporelle, on disait ça à l'époque, c'était il y a longtemps, Giroud à la condition féminine. Donc c'était tout ce qui touchait au corps, puisque c'est ce qui avait été nié dans mon éducation extrêmement catholique, à la sensualité, à la sexualité, au plaisir du corps. Je l'ai découvert très tard, mais ça a été l'exploration d'un continent. Et ça me passionnait. J'ai fait du théâtre. À l'époque, on disait expression corporelle, parce que c'était aussi... on faisait des improvisations, j'adorais ça. Je faisais du théâtre avec des Argentins, qui étaient beaucoup moins mentaux que les Français. Edgar Deluzzi, Jaime Raimes, je me souviens. Donc, j'ai adoré cette période-là.
Donc, il y avait une quête de ce qui m'avait été enlevé très jeune, qui était l'incarnation, si on veut parler en termes, qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps. Et disons qu'à l'autre bout du spectre, c'est quand même étonnant que je me retrouve depuis 97 dans cette communauté pionnière qui s'appelle Auroville, parce que quelque part, le divin, pour Mère et Sri Aurobindo qui est le grand sage de Pondichéry, qui a écrit Savitri, etc., et la mère, qui était cette Française turco-égyptienne, qui a fait la recherche dans ses cellules. Satprem, qui était son scribe, a écrit le mental des cellules, etc. Donc ce départ où j'ai pas de corps, je suis qu'une âme. Quand on me draguait, je disais, moi j'aimerais qu'on m'aime pour mon âme. Voilà, alors que j'avais pas de corps. Et à l'autre bout du spectre, le divin est dans le corps. Le divin est dans les cellules. Le divin est dans l'incarnation, comme il est dans chaque cellule de la nature, d'un arbre, etc. Donc disons que j'ai fait, si on parle de traversée, j'ai fait cette traversée-là, de totalement désincarné. Donc de passer de la désincarnation à l'incarnation. À l'incarnation, par des passages très très durs. J'en ai vécu un il y a 3 ans qui était difficile aussi, où j'avais un manque d'ancrage. Quand j'allais voir ma psy il y a 3 ans, elle me disait « mettez les pieds par terre, après vous parlerez ». Donc c'était cette notion de l'arbre aussi, d'avoir des racines au ciel, mais sur la terre aussi, et de cesser d'idéaliser les choses aussi, d'être dans un monde un peu cuicui les petits oiseaux, et de pas juste... Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que j'ai cette capacité d'émerveillement, ça c'est vrai. Et en même temps, il a fallu que j'atterrisse, parce que j'ai idéalisé beaucoup de choses, des gens, des situations, etc. Et j'étais un peu une locomotive, voilà, une femme qui allait de l'avant et qu'on suivait, et tout ça, et puis qui un peu se disait qu'ils même me suivent, comme ça, et avec beaucoup quand même de générosité. Je pouvais partager tout ce que puis sans me rendre compte que quelque part, les gens avaient pas forcément avaient peut-être des arrière-pensées, ou voulaient profiter des réseaux, de ceci, de cela. Et quand je me suis effondrée il y a 3 ans, je me suis aperçue qu'il y avait plus grand monde derrière, parce que, en fait, il y a eu un email extrêmement clair d'une amie qui m'a dit « mais redeviens la femme d'exception que tout le monde aime », et voilà. Et d'un seul coup, je m'effondrais. Et il nous fait pas chier avec ton état d'âme. Il nous fait pas chier avec tes états d'âme, c'est ça. etc. C'est-à-dire... Et là, c'était une claque. Je suis tombée de l'armoire. Et en même temps, je crois que comme j'étais très intense, que j'écoutais pas bien ce qu'on me disait, que j'avançais, que j'étais une espèce de pétroleuse pour tout, les films, les livres, les articles, les voyages, il me fallait quelque chose de très intense en face pour me casser la figure, et pour que, après tout, les âmes ne reçoivent comme obstacle que ce qu'elles sont capables de supporter. Donc, comme j'étais très intense, j'ai eu la dose prescrite. L'alunissage a été bon. Prescrite. C'est ça. Donc, c'est ce parcours-là d'incarnation. Mais pour moi, il est passé beaucoup par l'aventure. Moi, j'adorais Jules Verne, les signes de piste, etc. Et aussi aventure de sens. On m'appelait Madame Pourquoi quoi ? Pourquoi ? J'avais besoin de comprendre le sens des choses. Et donc j'ai pris un chemin qui était le chemin du journalisme, après avoir fait Sciences Po, où je me suis énormément ennuyée, parce que je n'étais pas du tout faite pour la politique. Mon père travaillait dans le gouvernement de Gaulle. Il était à 2 pas de Sciences Po. Le chauffeur me déposait à 500 mètres, parce que mon père disait « il faut surtout pas qu'on sache que t'es ma fille, parce que les hommes vont te courser pour ça, etc. » Il y a eu tout un truc comme ça. Et Sciences Po me plaisait pas du tout. J'avais fait Hippocagne avant, etc. Et j'ai fini par être journaliste. Et surtout arriver à 28 ans à la revue Autrement, après avoir été chez Giroud à la Condition féminine. Et la revue Autrement m'a ouvert pendant 7 ans plein de portes, parce que c'était le journalisme de terrain. Alors on oublie Internet, tout ça. Bien sûr. Allait sur le terrain. Et sur le terrain,
on expérimentait tout. Et puis après, on faisait un numéro de cette revue, qui a été une revue un peu mythique après mai 68. Mais surtout, on avait vécu des choses extraordinaires. Et surtout que j'ai commencé à diriger la collection Monde, et donc à aller à Londres, New York, aller en Australie, etc., et tomber amoureuse de l'Australie. Donc, autour du journalisme, qui n'était pas du tout virtuel, et ça, j'y reviens parce que je pense que moi, je vois comment on fait du journalisme, et je vois aussi comment tout se fait à distance. Mais moi, le journalisme n'a pas juste été mon gagne-pain, et tout ça, j'y ai jamais vraiment pensé d'ailleurs, c'était une passion. Mais ça a été une école de vie. Parce que quand on reste 3 mois en Australie pour faire un numéro Australie, mais on est transformé, on n'est pas juste 2 jours là. Et tous les gens qui ont fait ce numéro, j'avais divisé en 5, il y avait celui qui faisait les mines d'opale et d'or, qui s'appelait François Missène, et qui était journaliste à Paris Match, une espèce d'aventurier incroyable. Lui, il s'est acheté une mine d'or. C'est-à-dire que chacun est resté 3 mois, on était payé des clopinettes pas autrement. Mais moi, j'avais choisi les ranchs, le bush, les ranchs, à Barbara Glozewski, les aborigènes. En fait, j'avais eu du pif, j'avais bien choisi les 5, et chacun a vécu un pan de vie extraordinaire, qui a fait que sa vie a changé après. Donc, tu peux nous donner par exemple, quelques anecdotes, quelques histoires que tu as vécues, toi en particulier? Moi, d'abord, ma sœur vivait en Australie depuis 10 ans, mais je crois pas que En fait, j'ai fait le numéro Québec, et je me disais, je veux les grands espaces, mais avec le soleil. Et puis l'Australie m'était revenue en tête, parce que ma sœur m'en parlait, mais elle revenait plus en France, et j'étais pas spécialement liée avec elle. Et un jour, je viens voir Dougier, qui dirige Autrement, et je dis, je fais un numéro Australie. Et il me dit, on est en 83, il y a des kangourous et des aborigènes. Je dis, je m'en fous, je fais le numéro Australie. Il dit, je m'en fous, tu n'auras pas un sou de plus que pour le numéro Londres. Je me dis, je m'en fous, je le ferai. Et comme il me voit très déterminée, un jour, il me met un petit papier sous le nez, découpé dans l'Express, où il y avait « Ce petit coq a mis les kangourous dans sa poche ». C'était un type qui venait d'écrire « Exporter plus », qui était lié à l'Australie, et la France commençait à exporter Lancôme, les parfums et tout ça vers l'Australie. On est dans les années 80. Je vais voir ce type, et je lui dis, il dit, j'écris mon livre, mais je suis laborieux. Je dis, je vous corrige votre livre, et vous me donnez 5 billets d'avion gratuits, parce que mon budget, je les ai pas. Et on a fait le deal comme ça. Alors, c'était possible, années 80, on était encore dans les 30 glorieuses. J'ai 5 billets d'avion gratuits, ça s'appelait TNT Skypack. Je transporte des paquets, on s'arrête à Dubaï, etc. Bref, on met 4 jours, mais c'est pas grave. Et puis après, Dougier, qui était rapia comme tout, nous dit, on avait l'équivalent de je sais pas combien, 30 € par jour pour dormir et se nourrir. Voilà, on s'en foutait complètement. Il y en a qui ont dormi dehors, etc. Et Dominique Frétard, qui était au Monde à l'époque, mais que j'avais connu à Autrement, a fait la culture, et elle a découvert Toni Collette, tous les grandes actrices et acteurs ont été découverts ont été mis en relief par elle. Il y avait Pierre Grundman, qui était marié à une Australienne, qui lui a parlé des futurs grands écrivains qui ont été, enfin, on était tous dans un espèce d'état de grâce. Et ce livre sur l'Australie était vendu 20 ans par Dougier, tellement on était en avance sur notre temps, tellement on avait eu du flair, et moi je fais le bush, je vais à Alice Springs, je fais les camionneurs du bush, parce que moi j'ai un côté Tarzan, le côté femme sauvage, ça me va très bien aussi, et je tombe amoureuse de l'Australie, mais carrément. Et en plus à l'époque, c'était pas question de faire ça en avion, je faisais ça en Greyhound, les avions étaient trop chers, j'avais un forfait Greyhound, et je voyageais, pas d'air conditionné, il fallait s'arrêter pour faire pipi, on faisait pipi dehors, il n'y avait pas de pipi room dans le Greyhound, et les aborigènes étaient dans le car, ils étaient au fond. Et le car s'arrêtait pour prendre des aborigènes, etc.
Et je vivais dans un monde, c'était ou le début du monde, parce que les aborigènes, pour moi, c'est comme si c'est le début de l'humanité, avec leur regard qui vous traverse, avec ces visages en terre glaise incroyables, ou la fin du monde, parce que le paysage, c'était comme après un grand cataclysme. Parce que c'est plat comme la main, c'est un des plus vieux continents au monde. Et j'avais l'impression que j'allais recommencer à vivre là, que j'avais fini, que j'avais très bien réussi à autrement, mais que voilà. Et je finis donc dans les ranchs, je suis éblouie par la beauté des paysages. Je dors à la belle étoile. Tout le monde rigole et m'appelle Froggy parce que il n'y avait pas de Française qui mettait les pieds dans ces coins-là. Il n'y avait pas encore eu le livre, Le Chant des pistes, de, comment il s'appelait, bon, peu importe, c'était, je vais retrouver son nom, qui est paru en 89. Moi, j'ai été en 83. Et je reviens et je dis à Dougier, l'Europe c'est fini de toute manière. À travers l'Australie, j'ai vu qu'il y a un autre monde, dans le monde Pacifique, et puis il y a des mers chinois, il y a des mers vietnamiens, J'ai vu l'Asie qui était en plein boom en Australie, au moment où il y avait un Premier ministre qui disait qu'il faut s'allier à l'Asie et pas du tout rester un condominium de la reine d'Angleterre. Et il était trop en avance. Donc, je crois que ça a été un bouleversement total, et j'avais pas 20 ans, j'avais 36 ans à l'époque. Mais en plus, je rencontre un homme à Broome, Port-de-Perle, Port-Perlier, qui, lui, vient là pour acheter un bateau perlier qu'il va transformer en bateau de pêche, et c'est une passion fulgurante, complètement inattendue, parce que je le croise et on se repère, et puis ensuite je fais du stop devant le cimetière des perliers japonais qui sont morts aussi parce qu'il n'y avait pas encore les scaphandres. Et puis je rate le bus. Parce que c'était les Japonais qui faisaient des plongeurs japonais qu'ils utilisaient. Ils ensemençaient les huîtres. Ils venaient là, et puis il y avait les plongeurs japonais aussi, mais ils sont formés comme des samouraïs. Il faut 10 ans pour apprendre à ensemencer des huîtres vraiment bien. C'était les rois de la perle de culture. Et donc, ils apprennent, ils viennent à Broome, qui fait aussi l'écolier de la reine d'Angleterre. Alors moi, je suis dans 20 000 lieues sous les mers, là. Moi, je retrouve Jules Verne, tout ça, je suis comme une folle avec ça. Je suis dans un roman. J'ai toujours cherché à être dans un roman, d'ailleurs. Mais de le vivre, pas de le écrire ou de le lire d'abord. Et là, les choses se retournent pour moi, parce que je me dis, le journalisme, c'est fini. Parce que plus je vis quelque part, plus je m'imprègne et plus la réalité change, se transforme. C'est comme les plures de l'oignon. Donc ce que je vais écrire dans Autrement, même si Autrement était une revue qui était pérenne, c'était une revue livre. Si je reste 10 ans en Australie, j'écrirai plus la même chose. J'avais l'impression d'une falsification. Qu'écrire un livre, qui est imprimé, tout ça, après avoir juste passé 3 mois, qui était déjà beaucoup dans le bush, et je me dis, je vais vivre d'abord, et j'écrirai ensuite. Et je vais donner ma démission Autrement. Alors, tu es resté combien de temps? Donc, je reste 3 mois en Australie, je reviens, je dis à Dougier, j'essaye encore, j'écris le numéro Australie, Dougier est ravi, il me dit, il veut que je sois son bras droit, parce que tout marchait très bien, New York, etc. Et quand il me dit tu peux être mon bras droit, je lui dis c'est un enterrement de première classe. Et d'ailleurs, je ne grimpe plus les escaliers d'Autrement 4 à 4 et je m'en vais. Sans me préoccuper de ma retraite, de machin, de quitter sans un rond au bout de 7 ans, etc. Ça, j'ai jamais fait attention à ça. Et je crois que la vie m'a quand même protégée, malgré ma grande insouciance concernant les carrières, l'argent et tout ce bastringue. Donc voilà. Et je quitte Autrement, et j'étais invitée à être sur un ranch. J'avais rencontré un homme à ce moment-là, qui était autrichien, installé dans le bush, et qui était le caméraman du bush. Donc il m'emmène dans sa montgolfière, dans son avion, etc. Et puis pendant les jours de travail, je travaille dans le ranch, il vient me chercher le week-end, et là j'ai une vie de journaliste avec lui. Incroyable, parce qu'il me fait découvrir toute la vie du bush, puisqu'il écrit Un Canard, et il filme tous les grands sujets du bush pour Sydney et Melbourne. Et puis,
j'avais une lettre de TF1 à l'époque, pas TF1, la Une, parce qu'ils avaient bien aimé mon livre. L'Australie, personne ne connaissait. Et j'assiste, et ça c'était la télé à l'ancienne, je suis invitée devant un aréopage de 20 personnes qui avaient lu le livre sur l'Australie. Ils me disent, vous mettez votre livre en film, en 3 heures de film. Vous allez nous écrire le script. Pour moi, la télé, c'était de la merde. L'écriture, c'était tout. À l'époque, la télé, Pascal Brognaud essayait de nous recruter pour la télé, mais regardez ça, waouh. Et donc, je dis oui, je leur demande pas un rond, c'était de la folie furieuse, ils me donnent une lettre d'accréditation, et je leur dis d'un air royal, d'accord, mais je ne ferai mon film qu'au nord du tropique du Capricorne, parce que c'est là que tout le bouche sauvage, ils ont dû se dire, on a affaire à une originale, elle va nous écrire ce qu'elle veut, puis après on rattrapera la sauce avec les réalisateurs. Et c'est en faisant, après avoir été cuisinière sur un ranch 3 mois, en faisant le tour de l'Australie par le nord, au nord du tropique du Capricorne, que j'arrive à Broome et que je rencontre cet homme d'une beauté fulgurante, un aventurier total, tout droit sorti des signes de piste de mon enfance, qui tomberait d'amoureux moi aussi, c'est complètement romanesque. Je raconte ça dans mon premier roman, L'inversion des saisons, une passion australienne, publié par Robert Laffont. Et là, je vis une passion, et je grimpe je rentre en France, je rends mon studio, et je monte sur un bateau de pêche, son bateau de pêche qui va de Perth jusqu'à Darwin. 400 bateaux de pêche pour 4000 km de côte. Et là, je découvre pendant 3 ans le début et la fin du monde, des paysages d'une beauté hallucinante, les baleines, les dauphins, les lions de mer qui jouent au basketball avec des bébés stingrays. Je découvre la beauté de la nature, la beauté du monde, de toute cette côte ouest australienne qui a été colonisée 100 ans après Sydney, etc. et qui aurait voulu être française. Et nous, on a envoyé des botanistes et des chasseurs de papillons, alors que les Anglais envoyaient des conquérants. Mais il y a Cap Bonaparte, Cap Naturaliste, c'est une côte française, quelque part. Et je vis avec cet homme 3 ans sur ce bateau de pêche. J'apprends la communauté, vivre en communauté, ce qui m'avait déjà frappé quand j'étais en Israël. J'avais 18 ans, je faisais Sciences Po, et la première année de Sciences Po, je suis partie dans un kibbutz en Israël pendant 4-5 mois. Et là, je me suis dit, ça c'est la vie. Parce qu'à la fois, je pouvais être une intellectuelle, mais je repeignais au minimum les citernes et puis c'était juste avant la guerre des 6 jours. Et c'était un kibbutz, Shomer Hatzaïr, c'était un kibbutz communiste. Il y avait Giorgio Strehler, qui était ce pape du théâtre italien qui était là. Mais c'était 200 personnes très pionnières. Puis on était 20 ans après la fondation d'Israël, même pas. Et là, je me dis, ça c'est la vie, parce que c'est des gens de plusieurs nationalités. Puis le matin, on peut aller pêcher les poissons à Tibériade ou cueillir des pommes. Moi, j'étais très bonne pour cueillir des pommes. Et puis l'après-midi, on apprend l'hébreu, on danse. Ceux qui étaient avec nous à Tibériade jouent du Schubert le soir, etc. Et je me dis, je peux être artiste, je peux être écrivain, je peux cueillir des pommes, je peux planter des choux, etc. Et je me dis, c'est ça la vie. Et ça m'est resté. Et j'étais dans la pêche et je pêchais et j'avais toujours adoré les ports de pêche et toujours adoré les marchés aux poissons, etc. Et quand j'ai fait le numéro Québec, avant de faire le numéro Australie d'Autrement, il y a une photo de moi avec 2 poissons aux îles de la Madeleine, 2 maquereaux, parce que j'avais une prédestination pour la pêche. Et je me retrouve sur un bateau de pêche avec un pêcheur, mais qui avait plein de cordes d'argent, qui était aussi un ébéniste, enfin il avait fait tous les métiers bibliques, y compris être pêcheur de perles, d'ailleurs. Et je vis une passion, et les passions, c'est 3 ans. C'est ça. Et alors ? Et je m'en vais, parce que quand il n'y a plus la passion, et je m'en vais, parce que la pêche, c'est quand même répétitif. Alors que je suis très douée pour la pêche,
je pêche au winch et que je suis pas douée pour la répétition. Donc tu avais besoin de nouveautés, tu avais besoin de quoi? Comment? Tu avais besoin de nouveautés, tu avais besoin de quoi? Et surtout, je commençais à écrire mon livre sur le bateau, pas sur ce que je vivais en ce moment, mais sur tout ce que j'avais vécu avant, parce que j'avais été à Cooper Beedy dans le bush avec cet amant reporter, j'avais été dans plein d'endroits, et je raconte histoire de terre, histoire de pierre, histoire de mer. Et je commence à perdre mon français. En même temps que je découvre que j'adore écrire, mais je savais que j'écrivais bien. Mais là, vraiment, je sens le plaisir de l'écrivain. D'un seul coup, ça bascule. Et je sens que j'écris comme un écrivain. Sans prétention, c'est juste, c'est plus le journalisme. Avec un bonheur fou, j'écris sur le bateau, et j'écris quand le bateau est en panne, etc. Et voilà. Et je perds mon français en même temps, puisque personne ne parle français, surtout pas dans le milieu de la pêche. Il n'y a personne. Puis très peu de français à l'époque. Et puis en même temps, mon mari australien, lui veut racheter un autre. On le coule dans le port de Broome. On coule, heureusement dans le port. Et il veut racheter un autre bateau, et c'est un bateau en acier. Et d'un seul coup, tout le côté romanesque, toute la poésie qui était ce bateau en bois. J'ai été une femme domestique que sur ce bateau en bois dans ma vie, parce que c'est une maison qui bougeait tout le temps. Donc là, je pouvais me sentir bien. Et parce que le décor changeait tout le temps. Il veut racheter un bateau en acier, et il veut rentrer dans une pêche plus rentable. Et il veut m'installer dans un des ports de pêche. Et je me dis, mais je m'aperçois qu'en fait, j'ai aimé cet homme pour son aventure, pour ce côté totalement romanesque, parce qu'on est allé avec, c'était un capitaine incroyable, on est allé dans des coins incroyables, au bout de rivières, on pêchait le barramundi au milieu des crocodiles, et où il y avait des murs de quartz derrière les cascades. J'ai vu des murs entiers de quartz avec des couleurs arc-en-ciel, etc. Des choses incroyables. Les Japonais avaient été là, ils avaient voulu envahir l'Australie par Darwin et pas. Donc vous voyez des restes, mais sinon il n'y a aucune trace de rien du tout. C'était complètement vierge. Et la beauté, j'ai découvert ce qu'était la beauté, là, la beauté de la nature, la sauvagerie de la nature, tous les soirs à 6h31, les milliards de chauves-souris qui venaient des estuaires, qui remontaient toutes les rivières et pour aller vers les arbres à baies, parce qu'elles se nourrissaient des arbres à baies, et le ciel était rouge sang, puisque c'était l'heure du coucher du soleil. D'un seul coup, le ciel était noir, parce qu'il y avait les milliards de chauves-souris qui passaient. Puis une fois qu'elles étaient passées, ça redevenait rouge sang, rouge sombre, etc. Et puis après, une voie lactée, et les cieux australiens. L'Australie occidentale, c'était 4 millions de gens pour 4 fois la France. Donc, il n'y avait personne. Et 400 bateaux de pêche pour 4000 km de côte. C'était hallucinant. C'était un même hors espace-temps. Et je suis devenue écologiste à ce moment-là. Parce que... C'est quoi le passage? Parce que à un moment, nous, c'était pas la grosse pêche. Je pêchais au winch, je pêchais au filet. Mais par contre, à un moment, notre moteur est tombé en panne. Au bout d'un mois de pêche, on était dans un estuaire et il y avait un trawler. Donc eux, ils pêchaient, donc c'était très grand en acier, et ils pêchaient en tirant les filets derrière eux pendant 3 jours et 3 nuits. Et on leur demande de nous dépanner. C'est des formes de chaluts, tout ça? Oui, c'est des chaluts. Qui pêchaient juste des tiger prawns, des crevettes tigres, que les Japonais mangeaient, c'était 50 € le kilo, c'était énorme. Et il avait juste la licence pour ça. Et pendant qu'il nous dépanne, c'est-à-dire qu'il nous branche notre freezer, sinon on perdait la pêche, on avait des problèmes d'électricité. Donc ils nous branchent leur batterie sur notre bateau, et pendant ce temps-là, en échange, on les aide à trier leur pêche. Donc ils nous mettent les grands tabliers en caoutchouc, etc.
Et je me souviens de voir, ça donne envie de pleurer d'ailleurs, de voir cet énorme filet Qui s'ouvre. Sur une table en aluminium, et de voir que les anguilles ont mangé les anguilles, il y a eu un tel espace étroit et c'est une telle les anguilles qui ont mangé les crevettes, claustration. C'est de l'anthropophagie. Les mêmes espèces se bouffaient entre elles, mais de rage, de désespoir, de tout ça. Et le pire, et d'une manière incroyable, ce que j'ai vu, donc une bouillie en même temps qu'on renvoyait. Donc il y avait un côté où on renvoyait la bouillie de trucs écrasés dehors. Ceux qui étaient encore vivants, on les renvoyait. Et tout ça pour récolter, tout ce massacre pour récolter peut-être, je sais pas, 50 kilos de Tiger Prawn qu'on mettait sur le côté. Et puis le dernier truc, c'était une grande raie qui avait l'air morte. Une raie pastenague qui s'était pris dans le chalut. Et donc, quand ils ouvrent à nouveau le filet, elle tombe sur le truc en aluminium, et elle accouche d'une petite raie vivante. Et là, j'ai décidé d'arrêter la pêche. Après avoir vu tout ça. Alors, j'ai pas arrêté du jour au lendemain puisque j'ai été engagée pour cette campagne de pêche. Et on avait encore à revenir à Broome après. Mais c'était fini. Parce que c'était pas ce qu'on faisait nous. Parce qu'on prenait beaucoup de risques en plus dans la pêche qu'on faisait. Parce que le bateau, il avait 35 mètres. C'était un vieux bateau en bois. C'était un bateau complètement romantique. D'ailleurs, pas fait pour la pêche, c'était fait pour mais en Jarrah, il était connu comme le loup blanc, ce bateau, à Broome et partout. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup de bateaux perliers. Donc, tant que j'étais dans ce cadre-là, je pouvais me raconter des histoires. Même si je voyais quand même des poissons mourir sur le pont. Mais je trouvais que on était à armes égales. Parce qu'on pouvait couler. Parce que le prix du bateau, du fuel, des réparations du bateau, etc., était très cher. En fait, quelquefois, on vivait avec $2 par jour. Il y avait un rapport donnant-donnant, voilà, égalitaire, mais avec ces bateaux-là, non. Et c'était quelque part l'extension de ce qu'on se faisait, nous, en plus grand. Donc ça t'a permis de prendre conscience qu'il y avait peut-être une autre manière d'envisager le monde, ou d'envisager de se nourrir peut-être aussi. D'abord, j'avais toute la beauté du monde sous les yeux, et puis j'avais aussi... Puis aussi, je voyais au loin les bateaux taïwanais avec des filets de 1 kilomètre où les dauphins se prenaient, etc. C'était pas surveillé, ces eaux-là. Où le gouvernement australien fermait les yeux. Ou se faisait acheter pour laisser les bateaux de Taïwan ratisser les mers. Ça, je voyais déjà ça dans les années 80. En même temps, on a toujours été accompagnés par des dauphins, des baleines, etc. J'ai vu la première fois que j'ai vu cette queue immense se lever au-dessus j'ai éclaté en sanglots. C'était trop beau. C'était trop beau. Et ça, c'est encore vivant. Je t'en parle et je le revois. Donc j'ai arrêté, et quand il m'a dit, Craig, on rachète un bateau et tout ça, moi, c'était fini. Donc, je pense que après, j'ai eu d'autres passions avec l'architecte de la biosphère dans ce projet Biosphère 2 en Arizona pendant 3 ans où j'ai été. Je crois que j'ai aimé les hommes. Les hommes ont joué un grand rôle dans ma vie. Mais je crois que je les ai aimés au summum de leur aventure. Et quand c'était fini et que quelque part il y avait quelque chose qui commençait à se normaliser. Ça n'intéressait plus. Il y avait quelque chose de très féroce en moi, derrière ce côté fleur bleue. C'est que ça m'intéressait plus. C'est comme si je les avais aimés, et c'est vrai pour Craig. Nous, à Broome, il y a une fresque sur le grand pub de Broome, où je suis avec Craig. Le bateau est peint, il s'appelait l'Invincible. Et Craig, de toute manière, est un personnage de roman et continue à l'être, parce qu'il fait les plus grands vins d'Australie maintenant. Il fait les décorations de meubles des plus grands yachts.
Et il continue, parce que c'était un homme de mer hallucinant, à emmener les chefs d'entreprise japonais sur des bateaux extraordinaires où il les emmène dans les rivières les plus escarpées, parce c'est encore, à 70 ans, le grand spécialiste de ces coins-là. Donc, je crois que j'ai vécu ce roman-là, jusqu'au bout. Et je suis partie, et on a essayé de revenir ensemble, plusieurs fois. Parce que moi, je revenais faire des films. Puis quand j'ai écrit le livre, L'inversion des saisons, il lui a été dédié, et je suis retombée amoureuse de lui. Et on a essayé plusieurs fois, ça s'est pas fait. Il était d'une beauté à tomber raide, donc les femmes lui tombaient du ciel sur les genoux. Il était frustré il avait eu 2 enfants, mais il avait fait de la tôle à ce moment-là. Et c'était une vie de patachon, Craig. Et il y a une femme qui a été enceinte de lui, qui lui a pas dit après, au bout de 6 mois, il a voulu garder l'enfant, et voilà. Après, il a eu 3 ou 4 femmes après moi. Mais je crois que, de toute manière, on reste amoureuse. Moi, je vois pas comment ça s'arrête. Aussi, on peut se séparer. Moi, je reste amoureuse des hommes dont j'ai été amoureuse successivement. Donc, je voulais que tu nous reparles un peu de ton esprit pionnier. Tu nous as parlé un peu du kibbutz, tu nous as parlé c'est surtout les communautés pionnières. Donc, moi, je me suis retrouvée toujours avec des hasards qui n'en sont pas. Je crois que c'est parce que je suis en mouvement que j'attire les pionniers. Et que là, j'allais faire des films en Australie. L'avion est détourné à Copenhague parce qu'il y a un problème technique. Il y a une Française qui râle comme un putois en disant « Mais moi, je suis en retard pour mes moissons. » Je la regarde, elle a l'air d'un mannequin. Et moi, je dis « Mais mon tournage, j'avais 3 films qui allaient commencer pour Thalassa. Mon tournage commence demain et ça coûte 2 000 € par jour. C'est pas possible. » On se retourne l'une vers l'autre et je lui dis « Vous êtes française ?» Elle dit « Ça s'entend pas. » Et puis, je dis « Vous faites quoi ?» Elle dit « Je travaille sur un ranch. » Et puis, je venais de publier L'inversion des saisons et je lui donne. Je lui dis « Écoutez, j'adore l'Australie. Moi aussi. Je vous donne mon roman qui vient de sortir. » Et elle dit « Regardez, je suis dans Marie-Claire. J'ai été mannequin à Aix-en-Provence, mais ça fait 10 ans que je suis sur un ranch en Australie à cultiver des plantes résistantes à la sécheresse. » Et je dis, et on se retrouve à l'arrivée, elle me serre dans ses bras, elle dit « Ce livre est magnifique, je veux vous revoir. » Et je dis « Mais dans 3 mois, je remonte toute la côte. » En fait, je refaisais le voyage sans m'en rendre compte. J'avais un film sur le surf, les vieux surfeurs, un film sur une femme capitaine de bateau, langoustier dans les Abrolhos Islands, et puis je préparais un film à Broome. Et elle me dit, je revenais sur Broome, et elle me dit rendez-vous à Derby, tel jour, telle heure. J'ai dit oui. Il n'y avait pas les portables, les machins, tout ça. Et je la retrouve 3 mois après à Derby, qui est le trou du cul du monde, dans un truc qui s'appelait Lobster Café, qui était avec des marais de 20 mètres, on voyait des poissons préhistoriques qui sortaient de la boue. J'attends, sous une lampe billard, et je vois arriver une tribu d'un nouveau monde, comme dans les films de fiction, avec une femme, avec un foulard à la Isadora Duncan, un homme aux yeux incroyables, la soixantaine, avec un chapeau tibétain et un blouson tibétain, enfin un truc hallucinant. Il se présente et c'était les gens de la biosphère qui avaient un projet en Australie. Avant, la biosphère était en train de se construire, c'était les tout débuts, donc Biosphère 2 en Australie, cette bulle écologique. Et lui, il me parle de Fulcanelli tout de suite, il adore la culture française. Une espèce de conversation très haut de gamme dans ce trou du cul du monde où on nous sert des huîtres avec de la sauce tomate dessus. Lobster Café. Ok, et cette femme-là, tu l'as retrouvée? Elle était avec eux. D'accord. Et elle faisait partie du groupe de la biosphère. Je reste 8 jours avec eux, on fait du théâtre. Et je découvre que c'est un groupe Soufi Gourdier. Et ils m'invitent à Aix-en-Provence, où ils ont retapé une ferme agroécologique, parce qu'ils étaient pionniers surtout. J'arrive à Aix-en-Provence
en octobre, je les rencontre en juillet. Et là, il y a un homme qui est à l'entrée. Et je me dis, je vais vivre avec cet homme-là. Enfin, rien ne prouve rien du tout. Et c'est une drôle d'impression. Avec Craig, j'avais su dans la voiture qu'il allait se passer quelque chose. Mais là, il se passait rien du côté de cet homme-là. Et je m'assieds, je sais pas draguer, je suis nulle. Je m'assieds à côté de lui, là. Je sais pas qui il est, ce qu'il fait, rien. Je découvre ce groupe invraisemblable où on fait du théâtre, où t'as des chercheurs comme John Lilly, des grands chercheurs américains qui sont là. T'as Laurence Durel, qui vient du village d'à côté. Et des gens on est une cinquantaine, et puis un groupe de gens d'une créativité incroyable. Et il y avait Ed Bass, 5e fortune d'Amérique, qui était là, et que c'est lui qui passait les diapos. Il était dans un petit blouson miteux. Et il était avec eux depuis 20 ans. Et c'est lui qui finançait le projet Biosphère 2. Et cet homme-là, je l'entends dire, je dois rentrer plus tôt. Je dis, moi aussi. On prend le taxi pour aller à l'aéroport de Nice. Il n'y a plus de place dans l'avion qui prend. Je dis, je suis sûre qu'il y a de la place. Et l'hôtesse dit, vous avez de la chance, il y a quelqu'un qui juste vient de se désister. Je prends le même avion que lui. Il tient la main d'une femme du groupe. Aucune importance. On arrive tous les trois, la femme dit au revoir, parce qu'en fait, c'était une scientifique du groupe Biosphère 2 qui allait récolter des choses en Guyane. Lui, retourner c'était l'architecte de la biosphère, je ne savais absolument rien. Il a 2 heures à Orly, avant de reprendre son avion pour s'occuper de la biosphère. Et il me dit, aidez-moi à acheter du café, etc. Il me dit qu'ils sont un groupe Gurdjieff, que ceci, ils font du théâtre, qu'il est l'architecte, que le projet, pour moi, c'était un ovni, Biosphère 2. Et puis, au moment où je le raccompagne à son avion, enfin à l'entrée, ouais. Je lui dis, je sais pas quoi vous donner, j'ai juste un livre, mais c'est du français. Il prend le livre, il se met à le caresser et il m'embrasse. Et il dit, je prends pas mon avion. Et je lui dis, vous allez prendre votre avion. Vous êtes l'architecte, il faut quand même être sérieux. Mais on va s'écrire, parce qu'à l'époque, pas de mail et tout ça. Et c'est moi qui viendrai vous voir. Et 3 mois après, j'ai tout empaqueté une fois de plus. Et je le rejoins à Biosphère 2, où je vais rester 3 ans. C'était où, en Arizona? C'était où? En plein milieu du désert de l'Arizona. Oui, c'est ça. Et lui était l'architecte. Et c'était une communauté avec 15 nationalités différentes. Donc je me retrouve à nouveau dans mon kibbutz, avant Auroville. Et là, je reste 3 ans et je filme la construction de la biosphère, qui est un projet hallucinant, totalement pionnier en matière d'écologie et de mode de vie. Et de mode de vie parce qu'on médite ensemble, parce que on est ils sont un groupe de 80 personnes et là, ils sont 40. Là. Et c'est la crème de la crème qui fait la biosphère, sauf que moi, je suis la bienvenue parce que je rends l'architecte heureux. Et je suis la française, la parisienne. C'est ça. Voilà. Je voulais revenir sur ça. En fait, on parle de pionniers, on parle d'esprit pionnier, j'ai envie de dire, de communauté pionnière. En fait, qu'est-ce que ça t'a appris? En quoi ça a transformé? Qu'est-ce que ça a transformé en toi? Ou qu'est-ce que cet esprit pionnier, en quoi il est essentiel? Tu vois, D'abord parce que moi, je crois que j'ai toujours vu une vision planétaire. Je me suis toujours vue habitante de la planète. Pas vraiment française, pas vraiment européenne. J'ai tout de suite été attirée par l'Asie. Mes premiers grands voyages, ça a été les Philippines, la Thaïlande, etc. Je me suis jamais sentie, disons, occidentale. C'est plus ça, cette notion de... Je lisais Alexandra David-Néel, j'avais l'impression que cette quête spirituelle, elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas encore que j'ai retrouvé le Christ, mais autrement et d'une autre manière beaucoup plus tard. Et que ça passait par quelque chose de beaucoup plus cosmique, beaucoup plus grand, sans dogme, etc. Et je trouvais ça beaucoup plus facilement en Asie. Et aussi une fusion avec la nature, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est le rapport au spirituel qui est différent en Asie de ton point de vue? Est-ce que c'est... Oui, parce que
Mais j'ai pas été chercher la spiritualité des ashrams. Par exemple, celle que j'ai trouvée, c'était sûr qu'Alexandra Devinil, elle était extrêmement libre dans sa quête spirituelle. Puis c'était les Tibétains qui n'étaient pas connus à l'époque, etc. C'est sûr que la spiritualité d'Auroville, Mère et Sri Aurobindo, me convient parfaitement parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel. C'est pas une religion. Il n'y a pas d'église. Et moi, je cherchais un peu, quand le Christ cosmique est sorti il y a 20 ans là, de cet Américain, je me retrouvais complètement là-dedans. Pas d'église, pas de hiérarchie, pas de dogme, des rituels si on veut, mais il faut qu'ils aient du sens. Du sens, oui. Donc à Auroville, il n'y a plus de gourou en plus, parce que Mère est morte en 73 et Sri Aurobindo en 50. Donc là, on ne peut pas faire plus léger en matière de dogme. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des ayatollahs de Mère et de Sri Aurobindo qui leur font dire tout et n'importe quoi. Donc l'Asie m'allait bien. Et puis ce côté non mental, non rationnel, ce côté cerveau droit. Peut-être aussi cette quête de l'incarnation qui t'a permis peut-être de lâcher un peu ton esprit. Oui, aussi ça. Ce mental très puissant qui est très fort chez moi, qui m'a aidé à me structurer aussi, à faire des livres, parce qu'il faut être structuré, à faire des films. Il faut être structuré pour faire des films. Mais le fond du fond, je pense que chez moi, c'est vraiment l'intuition. C'est vraiment le côté artistique et visionnaire. Et comment elle s'exprime ton intuition ? Dans l'écriture, parce que je crois que j'ai une écriture... pas du tout. J'ai une écriture, disons, je cherche la musicalité des mots. Le montage, pour moi, c'est comme l'écriture, le montage de film. Ça veut dire, le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire, on peut faire advenir une troisième image en mettant deux ensemble. Bien sûr. J'ai trouvé des miracles, comme dans l'écriture. Pour moi, la création est vibratoire. Si ça vibre pas, là, je donne un livre à lire à des amis, vous me dites si ça vibre ou si ça vibre pas. Quand ça vibre pas, vous me cochez dans la main. Parce que pour moi, tout ce qui est vivant vibre. Et on est sur cette terre pour être vivant. Coluche disait, moi je veux mourir de mon vivant. J'adore cette expression. Et moi j'ai quand même un âge avancé. Et je veux jusqu'au bout m'émerveiller, découvrir, transmettre. Je fais écrire des gens. J'adore autant écrire que de faire écrire. J'ai pas d'enfants et j'adore transmettre. J'ai plein de petits frères, de petites sœurs. Ton nouveau livre, c'est ? Être vivant. C'est ça. Voilà. Être vivant. Et donc si c'était pas tout simplement la quête qu'on avait tous d'être ou de rester vivant, on est dans un monde très mortifère quand même. Oui, c'est mortifère, très ennuyeux, je pense que les gens prennent pas le risque. Je pense qu'ils sont dans la sécurité absolue, dans la peur absolue. Moi, ce que j'ai découvert en revenant du Népal, puisque j'étais pas ici pendant le premier confinement, j'étais confinée au Népal. Ce que j'ai découvert ici, deux choses. Ce que j'ai découvert au Népal en étant confinée, c'est qu'on pouvait créer la vie dans 500 mètres carrés, avec des gens qu'on n'avait pas choisis. Et moi qui ai parcouru la planète et qui assimilais l'intensité au mouvement, d'un seul coup, l'intensité venait du dedans. De l'intérieur. Et de la créativité. À la biosphère, c'était ça aussi, parce que on était au milieu du désert de l'Arizona. La créativité, comme dans les villages, ils devaient inventer, il n'y avait pas la télé, donc créer et la créativité, ça, on se répète pas. Ça stimule. C'est stimulant, on est vivant, c'est la source, c'est la même source que la vitalité, la sensualité, la sexualité, c'est la même chose. Donc c'est ça, c'est cette source-là dans laquelle je veux plonger, avec ce lien ciel-terre comme un arbre. Et j'ai travaillé cet ancrage. Moi, je planais plus que d'être vraiment ancrée. Là, je pense que j'ai retravaillé cet ancrage. Et aussi ce corps qui est une merveille. Tout est dans le corps.
C'est-à-dire, on découvre plein de choses, même sur les soins, etc. Moi, j'ai découvert que la mitochondrie, on pouvait tout comprendre par un détraquage de la mitochondrie, qui est la petite batterie au sein de la cellule, qui, si elle ne marche pas tout à fait, va envoyer des trucs trop acides à l'extérieur. À partir de ce truc trop acide, les inflammations arrivent, les infections, et la source de toutes les maladies. Donc je trouve qu'il y a des découvertes dans le domaine du corps, de la cellule, de la santé, du son, de la lumière. J'ai appris, moi, les bols tibétains. Chez Raoul, pendant ce confinement de 5 mois au Népal, avec un chaman, plus que ça. Enfin, un type incroyable, un éveillé, disons. Et je suis sourde. J'ai des appareils auditifs, je suis sourde. J'ai plein d'otites toutes petites. Or, dès qu'il m'a mis les bols tibétains dans les mains, les vrais bols tibétains, puisque au Népal, à Katmandou, il est lié à un artisan tibétain qui en fabrique 3 sets par mois, il m'a tout de suite dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais je suis sourde. Il dit, mais non, t'écoutes avec ton corps, avec tes cellules. Et j'ai pratiqué les bols tibétains pendant 3 mois. Et j'ai ramené le set. Sur les 3 fois 3 sets, il y en a un qui l'a gardé pour moi. Et c'est extraordinaire. Comme on a appris le tai chi à lui, son tai chi ancien, les anciens stretches, les soins énergétiques, mais qu'il a appris au Kerala, partout. Il est allé à la source, partout. Les massages thaï, et il dit, les massages thaï anciens, qu'il a appris à Chiang Mai, mais qui viennent d'Inde, en fait. Et il dit, au fond, les massages thaï, c'est la première étape. Les soins énergétiques, c'est la seconde. Et les bols tibétains, c'est quand le corps est ouvert et qu'il est prêt à recevoir les sons. Et j'ai appris une série de 12 soins avec les 3 bols, qui pour moi, c'est une merveille. Parce qu'en plus, quand j'offre ces soins, je les reçois en même temps. Bien sûr. Je baigne dans un bain de son, c'est-à-dire je me guéris en même temps. Et je n'étais pas spécialement branchée. Si, la santé, moi j'ai fait une série de films sur les plantes médicinales, je suis passionnée des huiles essentielles. Donc. Mais le son, je trouve que le son, la lumière, là, on a des choses à explorer qui sont absolument passionnantes. Et je ne suis pas une grande soignante, mais du tout. Mais moi, j'ai vu l'état dans lequel étaient les gens. Et je n'ai pas soigné beaucoup de gens parce qu'il y a eu les confinements, etc. Et puis que je suis 5 étages sans ascenseur où il faut que je descende mes 10 kilos de bol en bas. Mais on est 80% d'eau et c'est le son de ces bols mis en mouvement. C'est 80% d'eau. Et il est mis en mouvement exactement où il faut, au moment où il faut. Et on se dit que même des nœuds, comme des mini-tumeurs, on ne va pas parler de cancer, disons, des mini-tumeurs, etc., peuvent être dénoués par le son qui refait circuler l'eau là où des nœuds énergétiques se sont formés, qu'on fait des nœuds physiques. Mais on peut dénouer ça. Bien sûr. On peut dénouer ça. Et t'as eu la chance de pouvoir vivre ça en toi? Oui, parce qu'on on n'arrêtait pas. On n'avait pas beaucoup d'autres choses à faire. Le matin, on était enseigné par Raoul. Tu as béni ce confinement, alors. Absolument. Et surtout. Et ce Raoul, il venait d'où? Ce Raoul est d'une telle vitalité, d'une telle créativité, que en 5 mois, mais je me suis pas ennuyée une seconde. Et en plus, parmi nous, il y avait un geek français qui arrivait à pirater tous les films. J'ai revu les vieux Bergman le soir. On n'avait pas la télé, on n'avait rien. On a planté un jardin, on s'est occupé de 3 chiens. Moi, j'aimais pas les chiens, je me suis mis à adorer les chiens. Je sais faire des currys parfaitement, mais à l'ancienne. Je sais cuire des chapatis. On a fait des cages en bambou pour les chiens. Tu m'invites quand, alors? Au Népal. Raoul, là, il est en Islande. Il va venir en France. Bon. Il a 50 ans et c'est la vie même, la créativité même. On ne s'est pas ennuyé une seconde. Il y avait deux Hollandais avec lesquels au début je ne m'entendais pas spécialement bien, une petite sœur avec qui j'étais venue,
Benjamin, qui avait 29 ans, qui était un geek génial, une vieille âme aussi, qui est arrivée d'un monastère très connu au nord de Katmandou, et Raoul, sa femme et son fils. Donc on était 8. Et bien que l'octet, d'autant plus que nous, on était les Européens, et qu'on n'était pas bien vus autour, parce que alors, c'était comme il y a 500 ans, on est arrivé avec la variole, la grippe, on les a contaminés, et d'un seul coup, on était regardés comme ceux. Alors qu'ils étaient à la frontière de la Chine, c'était quand même les Européens qui étaient désignés comme les porteurs comme les grands porteurs du virus. Et on n'avait pas le droit de faire, on a fait rentrer des pommes de terre. Et sur la résilience alimentaire, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on avait les boîtes de conserve, on a eu 2 jours pour faire venir 50 kilos de patates, de riz, de farine pour faire notre pain quotidien, des œufs. Et puis comme Raoul, on a eu des bonus parce que Raoul, qui est un cœur extraordinaire, a soigné tout le quartier pour rien. Et il soigne aussi avec des ventouses. J'ai appris à mettre les ventouses. La nuit, les paysans du coin qu'il avait soignés nous déposaient des haricots verts devant la grille. Donc le matin, on ouvrait la grille, puis on trouvait des trésors. Ça reste dans l'esprit de la communauté. Oui, de la verdure. Alors on va devoir conclure. Ouais. Et je vais te laisser le mot de la fin. Si tu, dans toutes tes traversées, puisque tu en as fait beaucoup, aussi bien spirituel que physique, c'est quoi je sais pas s'il y avait un enseignement, quelque chose que tu voudrais partager ou quelque chose que tu n'as pas encore dit que tu voudrais nous dire? Ce serait, je vais dire ce que j'ai dit au début, c'est comme si j'avais été je dis une tortue, alors que tortue, moi j'étais une fonceuse, mais avec sa carapace, et que cette dépression que j'ai eue il y a 3 ans m'avait retourné sur le ventre. Et en fait, ce serait une ode à la vulnérabilité. Et ne jamais... Je viens d'écrire un livre qui ne parle que de ça, ne montre de moi que ce que j'ai toujours caché. Et c'est un énorme soulagement parce que ou on m'aime comme ça, ou on m'aime pas. Mais c'est donc une libération. Oui. Je sais que les gens qui sont autour de moi aujourd'hui sont les vraies personnes. Parce que ils ont vu, ou ils m'ont accueilli dans cet état-là, ils m'ont accepté. Je suis revenue à la case départ parce que je me suis effondrée jusqu'à ma naissance. C'est-à-dire, j'ai pas été touchée, embrassée, aimée du tout, mais j'ai pardonné à ma mère qui elle-même avait ses bonnes raisons. Et il a fallu réparer ça. Donc revenir à la case départ à l'âge que j'ai. Et c'était ça où j'avais envie de mourir de toute manière. Donc j'ai mis le paquet. La vie a mis le paquet pour des coriaces comme moi. Et en fait, ce côté héroïne de roman, quoi, d'aventurière, Jeanne d'Arc, qui n'a pas peur de rien, etc. Ben, je me suis aperçue que j'avais peur de la mort. Voilà, c'est un livre aussi sur la mort. Regardez la mort en face, puisque cette dépression est arrivée aussi après la mort de 5 personnes très proches de moi pendant 1 an. Et il y a des choses drôles aussi. Donc, je crois que vous savez, on dit traverser la rivière. Dans Siddhartha, il traverse à la fin, dans Siddhartha d'Hermann Hesse, il traverse la rivière. Et je crois que j'ai traversé la rivière. Il y en a d'autres à traverser, mais celle-là, c'était une costaud. Et je pense que j'avais bien caché la source de mes souffrances. Donc une leçon, ça serait d'apprendre le plus tôt possible d'accepter sa vulnérabilité? Oui, et puis je me souviens de la princesse de Polignac que j'avais accompagnée dans son livre. Elle m'avait dit « Madame Mimi, vous êtes toujours souriante et joyeuse, mais au fond, l'enfant à l'intérieur de vous pleure. » Si elle n'était pas... Elle faisait des accompagnements, c'était une femme exceptionnelle.
Si elle n'avait pas décidé de partir de l'autre côté, je crois que j'aurais fait un accompagnement avec elle. Mais la vie en a décidé autrement. J'ai trouvé une psychanalyste aptonomiste qui m'a soignée par le toucher. Et en fait, les mots venaient à partir du toucher, ce qui m'allait complètement. C'est-à-dire le mental n'était pas toujours au vestiaire, bien sûr. Et moi, j'essaye d'écrire comme ça, dans un état vibratoire, ou de monter mes films comme ça, ou d'écrire des articles comme ça, en étant le plus vivante possible. C'est une ode à la vie. Pour moi, la spiritualité, c'est une ode à la vie. Le divin est partout. Et être artiste, c'est rentrer dans cette célébration, pas parce qu'on raconte des histoires, des bluettes, mais parce qu'on peut raconter même le désir de mourir, ce qui m'est arrivé, avec un amour incommensurable pour la vie. Et cette célébration de la vie, c'est la célébration du divin pour moi. Et j'espère que je célébrerai ça jusqu'à mon dernier souffle. Eh bien, on va rester sur ça. Je te remercie infiniment, Michel, et très heureux d'avoir pris ce temps avec toi. À très bientôt sur la traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.